Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Genève Attractive. Je suis Matteo Ianni et aujourd'hui avec Patrick Kern, nous allons parler de démocratie et plus particulièrement du système suisse. Oui, Matteo. Alors que dans le monde, la démocratie recule, la Suisse se distingue encore. Selon le dernier Democracy Index, elle occupe la 5e place mondiale. Mais derrière ce classement flatteur, certaines questions demeurent. Pourquoi la Suisse est-elle une démocratie? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Et comment son modèle a-t-il évolué au fil du temps? Alors justement, nous allons revenir sur les aspects théoriques, historiques et juridiques de la démocratie, ses fondements, ses grandes étapes, mais aussi les raisons qu'ont conduit la Suisse à opter pour la démocratie directe avec ses référendums et initiatives populaires. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Marceau Schroeter, auteur du livre Au cœur de la démocratie suisse et actuellement à la chancellerie d'État de Genève, comme attaché au droit politique et à la commission électorale centrale. Et nous recevons également Nouma Gra, professeur associé au département d'histoire du droit et des doctrines juridiques et politiques à l'Université de Genève. Bienvenue. Je voulais commencer avec une question assez large et peut-être centrale pour ce podcast, mais vous, et je pense que elle s'adresse à vous, Nouma. Quels sont finalement les fondements, les piliers indispensables d'une démocratie? Alors, si la question concerne la démocratie à l'heure actuelle, je dirais qu'il y a, un certain nombre d'éléments incontournables. Par le passé, c'était pas forcément le cas, hein. Par le passé, on entendait par démocratie le régime dans lequel, le corps électoral intervient directement, par exemple, pour, sanctionner les lois ou pour prendre des décisions. Actuellement, c'est quand même un peu plus étoffé. Il y a évidemment la souveraineté populaire, hein, qui est un point central avec le suffrage universel, mais il y a aussi la séparation des pouvoirs, hein, la garantie d'un certain nombre de libertés fondamentales, le respect des procédures et des règles, hein. La démocratie, c'est le régime dans lequel la fin ne justifie jamais les moyens. On suit toujours des procédures préétablies. Et puis, peut-être aussi d'un point de vue, sociologique, à l'heure actuelle, on peut dire que la démocratie suppose d'avoir en principe une population qui a un degré minimum d'éducation, en tout cas une partie de sa population qui est capable de se consacrer à la réflexion politique et qui n'est pas, occupée en permanence à chercher à manger ou à se battre pour sa survie. Vous voudriez compléter dans cette grande thématique d'une démocratie. Qu'est-ce qu'est la démocratie? Les piliers fondamentaux. La question des 3 pouvoirs, elle est essentielle, la séparation entre les 3 pouvoirs et quand on regarde un petit peu les démocraties, ce qu'on appelle les démocraties à l'étranger et même, juste, chez nos voisins, selon, en fait, les majorités, on constate que c'est en fait, il n'y a pas forcément cette séparation si claire et même à Genève, parfois, on a des petites subtilités et franchement, la garantie de ces 3 pouvoirs, c'est quelque chose d'essentiel et voilà, quelque chose à maintenir pour la suite. Et donc la définition est pas partout pareil, si je dois comprendre ça? En fait, c'est qu'en réalité, parfois, des pouvoirs jouent le pouvoir d'autres. Par exemple, en France, lorsqu'il y a une grosse majorité, au parlement qui est de la même couleur, que le président, en fait, le président détient, les pleins pouvoirs, si je puis dire, politiques. C'est-à-dire que, l'assemblée, c'est vraiment une caisse enregistreuse du travail, de l'exécutif. Donc l'exécutif législatif, ils sont comme un pouvoir, par exemple. À Genève, on a aussi un autre élément assez particulier, qui se retrouve juste à Neuchâtel, en Suisse, c'est que les députés, en fait, ils ont le pouvoir de faire les lois, de proposer. Ce qui est pas le cas ailleurs en Suisse. En principe, le législatif est là pour discuter, amender, voter les lois. Mais à Genève, il y a aussi cette possibilité de faire des propositions de loi. Donc c'est une particularité. Et donc on voit que, oui, le principe est très clair des 3 pouvoirs. Dans les faits, et je peux vous en citer, d'autres, hein, la réalité est un petit peu plus nuancée. Et peut-être si on prenait un peu plus de recul, je voulais un petit regard historique là-dessus, mais les grandes étapes qui ont marqué l'histoire de la démocratie. Pour toi, Nouma, est-ce que tu pourrais nous parler, pas en cours d'histoire, hein, mais voilà, des grandes étapes un peu qui ont marqué cette histoire de la démocratie? Si on parle de la démocratie en Suisse, en général, on va présenter les origines de notre démocratie comme, venant du Moyen Âge. On va dire qu'en Suisse, on a depuis très longtemps cette tradition de la Landsgemeinde, donc ces assemblées dans lesquelles les citoyens vont pouvoir voter, prendre pratiquement toutes les décisions, adopter les lois, nommer les magistrats, les fonctionnaires. En réalité, ça relève, partiellement du mythe. Pourquoi? Alors, bien sûr, la Landsgemeinde est une réalité historique. Par contre, elle, relève
où elle procède d'une conception qui n'est pas la conception de notre démocratie moderne. C'est vrai qu'on demande l'avis d'un certain nombre de personnes, mais on n'a pas une démocratie complète parce que les droits politiques ne sont pas fondés sur une conception égalitaire. On ne considère pas que chacun a le droit d'exercer des droits politiques à égalité avec les autres. Au contraire, on a un aspect très communautaire. Donc, on exerce un droit politique comme un privilège, en général un privilège dont on a hérité à la naissance. Et donc, si on veut maintenant les fondements de notre démocratie moderne, il faut avancer un peu dans le temps et en réalité, on va trouver beaucoup plus de sources dans les grandes révolutions du XVIIIe siècle, c'est-à-dire premièrement la Révolution américaine et puis ensuite la Révolution française. Et là, c'est vraiment le creuset de notre démocratie, c'est-à-dire qu'à l'occasion de ces deux grandes révolutions, on a pratiquement toutes les idées et toutes les institutions qui vont ensuite faire ce qu'aujourd'hui on considère comme une particularité suisse, c'est-à-dire le référendum, l'initiative populaire, le fait de voter pour choisir sa constitution. En réalité, tout ça vient des grandes révolutions du XVIIIe siècle, beaucoup plus que de la tradition médiévale des assemblées communautaires. Là, tu casses un mythe, hein. Et on me parlait souvent aussi, moi, à l'école, de la Grèce. C'était un des pays qui avait lancé la démocratie. Est-ce que c'est faux, ça, du coup? C'est un peu un mythe. Alors, encore une fois, le mythe n'est pas qu'il n'y aurait pas eu d'organisation démocratique dans certaines cités grecques. Par contre, c'est clair qu'on ne peut pas considérer que notre démocratie actuelle fonctionne de la même manière. Si on se reporte à la Grèce antique, on a effectivement, un peu comme dans la démocratie médiévale, une assemblée de citoyens qui peut prendre à peu près toutes les décisions, mais notamment, on a une inégalité fondamentale entre les gens qui composent la cité, hein. C'est un système en Grèce qui fonctionne sur une société esclavagiste. Dans la démocratie médiévale, on a aussi cette inégalité qui est omniprésente. Donc évidemment, cela n'a rien à voir avec la conception, encore une fois, de la démocratie fondée sur les droits de l'homme. Et puis surtout, la démocratie actuelle va bien au-delà d'un vote à main levée, hein. On a des outils qui sont rationalisés, encore une fois, référendum, initiative, et ça, c'est vraiment dans les révolutions du XVIIIe siècle qu'on va trouver l'origine de ces outils. On a pris des exemples très lointains, mais finalement, le droit de vote des femmes en Suisse est assez récent. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, on n'était pas une vraie démocratie? Je pense que ça serait un peu exagéré de dire ça, parce que la conception de la démocratie évolue avec la société. Au fond, aujourd'hui, ce qu'on considère comme parfaitement normal et comme des conditions d'une bonne démocratie n'existait pas peut-être il y a quelques décennies. Donc évidemment, aujourd'hui, on ne concevrait pas la démocratie sans le droit de vote des femmes, ce qui ne veut pas dire que jusque dans les années 1970, les gens ne vivaient pas dans une forme d'organisation étatique qui était démocratique. On peut penser aujourd'hui qu'en Suisse, on voit comme un trésor national l'initiative constitutionnelle de révision partielle. Or, jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est un outil qui n'existait pas sur le plan fédéral et les gens vivaient néanmoins dans une démocratie, même si elle était, de notre point de vue, peut-être imparfaite. Ce que tu dis, c'est que ça évolue, en fait, cette notion de démocratie avec le temps. Aujourd'hui, vous avez encore des débats pour savoir, par exemple, si on doit jouir des droits politiques à partir de 18 ans ou à partir de 16 ans. Aujourd'hui, ça nous paraît au fond peut-être assez naturel que les gens ne votent pas à l'âge de 16 ans, et peut-être que dans 50 ans, on considérera que c'était une erreur du passé et on considérera que c'est une condition minimale de la démocratie de pouvoir voter à partir de 16 ans. Tu voulais ajouter quelque chose, Marceau? Peut-être effectivement 2 choses. La première, sur la question du droit de vote, c'est vrai que, en fait, ce qu'on considère aujourd'hui comme tout à fait normal, ne l'était pas à l'époque et ne sera pas demain. La question, et c'est une thématique comme une autre, une thématique sociétale qui est toujours discutée au sein de la société suisse. Pas plus tard que dimanche dernier, les Vaudois se prononçaient de savoir sur les conditions de vote et d'élection des étrangers. C'était une proposition qui a été refusée. Effectivement, l'âge à partir duquel on peut voter, mais aussi des conditions, disons, liées à son patrimoine, à son revenu, au fait d'être propriétaire ou pas. Avant, on avait plutôt l'idée qu'on pouvait voter donc c'était le suffrage censitaire, lorsqu'on disposait d'un certain nombre disons, de patrimoine, qu'il soit immobilier ou autre. Donc vraiment, ces conceptions, elles évoluent.
Et effectivement, on peut qualifier de la démocratie suisse bien avant le droit de vote des femmes. Et peut-être sur la question historique aussi, ce que je trouve moi très intéressant, je suis pas du tout historien, mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant quand je me suis plongé dans l'histoire justement de l'évolution démocratique en Suisse, c'est effectivement d'abord une base qui naît de ces révolutions. Donc ces idées fondamentales, elles naissent là. Et ensuite, en Suisse, elles essayent d'être matérialisées dans des droits politiques. Par exemple, à Saint-Gall, premier veto, espèce d'ancêtre du référendum, je crois en 1831, où en fait on a un combat d'abord entre des forces politiques, des personnes qui veulent plus de droits, et on trouve un premier compromis. Ensuite, ce compromis, ce nouveau droit, en fait, il fait écho dans d'autres cantons. Ils observent, ils utilisent justement des éléments plutôt du mythe, la Landsgemeinde, ils commencent à lancer des pétitions, et en fait, ça commence à créer tout un mouvement dans d'autres cantons qui ensuite créent un mouvement dans un autre canton. Et en fait, la Suisse, c'est ça qui est très intéressant, elle évolue comme ça par des innovations politiques, par des conclusions, des observations. Ensuite, on a le canton de Vaud quand même comme date clé, 1845, qui a pour la première fois l'initiative populaire. Donc, c'est notamment une des personnes qui est à la base de cette petite révolution, si je puis dire. C'est aussi un des rédacteurs de la Constitution de 1848, qui est vraiment notre socle au niveau de ce qu'on est aujourd'hui en Suisse. Et voilà. Et la Suisse n'a pas cessé d'évoluer. Effectivement, d'abord, en 1848, on avait le référendum constitutionnel uniquement sur l'entièreté. Enfin, on ne pouvait plus changer la Constitution sans l'accord du peuple et des cantons. Ensuite, référendum facultatif. Et ensuite, l'initiative populaire. Et demain, peut-être d'autres innovations, que sais-je. Mais et Genève, juste Genève, les étapes pour Genève, tu parlais des différents cantons. Nous, qu'est-ce qu'on a suivi? Ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à Genève, on est un des cantons on est parmi les citoyens en Suisse qui votons le plus. Et des fois, ça fait écho à une situation, en fait, un cas, pendant quelques mois, Genève a été une démocratie directe, en fait, où les citoyens votaient sur tout, absolument tout. Et je dis pas qu'on se rapproche d'une démocratie directe, mais en tout cas, je trouve assez intéressant que, voilà, Genève est un canton particulièrement, disons, voilà, participatif, et où il y a beaucoup, beaucoup de débats publics et voilà, beaucoup d'initiatives, beaucoup de référendums. Effectivement, Genève a une longue histoire démocratique. Alors là encore, peut-être il faut faire attention de ne pas tomber dans le cliché parce qu'on peut avoir tendance à dire que Genève a été depuis très longtemps une république, depuis la Réforme. Or, république, justement, n'était pas synonyme de démocratie. Par contre, je rejoins ce qui a été dit. Au moment de la révolution radicale à Genève, on a mis en place quelque chose de très démocratique pour le coup, et notamment un outil qui a été apporté par Genève à la Suisse, c'est l'élection directe des membres du Conseil d'État. Hein, ça, c'est vraiment Genève qui l'a proposé. Et puis ensuite, le modèle a fait fleuresse, puisque actuellement tous les conseils d'État en Suisse sont élus directement par la population. Et puis effectivement, je suis d'accord, il y a eu cet épisode révolutionnaire avec la Constitution de 1794 où là, bon, en s'appuyant très fortement sur le modèle français, hein, on a mis en place, comme ça a été dit très justement, une démocratie directe où l'Assemblée des citoyens devait se prononcer sur n'importe quel texte de loi. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était une expérience démocratique assez unique. Malheureusement pour Genève, après ces quelques mois de pure démocratie, on est retombé dans finalement des décennies d'un régime qui n'était plus démocratique du tout. C'est quand juste Genève Genève a lancé l'élection des conseils d'État? Tu l'as dit, c'était la première fois. Avec la constitution de 1847. D'accord, Voilà. c'est ça. Et à ce moment-là, on met en place un autre système qui est aussi très intéressant, qui s'appuie directement sur certains préceptes de Rousseau. Hein, donc Genève rend en quelque sorte hommage à son grand philosophe qu'elle n'a pas toujours bien traité d'ailleurs. L'idée, c'est que périodiquement, la population doit se prononcer à nouveau sur sa constitution, même si personne ne le demande. Mais tous les 15 ans, on doit demander à la population si elle souhaite changer de constitution. Et pourquoi ? Parce qu'on considère, en tout cas c'est ainsi que Rousseau présentait les choses, on considère qu'une génération ne peut pas être enchaînée
être gouverné par ce qui a été décidé par la génération précédente. Donc idéalement, chaque nouvelle génération devrait refonder, ou en tout cas aurait le droit de refonder ses institutions. Évidemment, ça va très très loin et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui demanderaient à pouvoir refonder les institutions de la Suisse tous les 15 ans. Vous avez évoqué à juste titre qu'on vote beaucoup à Genève, mais aussi au niveau national. Et on voit que les 3/4 des initiatives populaires ont été déposées entre 1971 et 2020. Donc, est-ce que l'usage peut-être original de l'initiative a été détourné? Qu'est-ce que vous pouvez interpréter comment ce phénomène? Déjà, je pense que l'interprétation sur l'utilisation d'outils, il faut faire vraiment très attention. Ce que je peux dire, c'est que simplement, la Suisse a mis en place des outils, heu, et ces outils sont utilisés. C'est vrai que on voit quand il y a des vagues d'utilisation, typiquement de l'initiative, il y a des groupes aussi de réflexion qui tirent un peu la sonnette d'alarme, qui disent: «Attention, on vote beaucoup trop, sur trop d'initiatives» et cetera. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul, parce qu'en fait une société, elle s'analyse pas forcément, juste derrière une votation ou derrière 2-3 votations. Finalement, on peut plutôt se dire: «Bah, c'est 15, 20, 30 dernières années, alors que peut-être d'autres pays ont connu des crises sociales importantes, peut-être que ces outils ont permis justement de renforcer un dialogue politique et de pas entrer dans une crise profonde, comme on la voit ailleurs. Donc, voilà, je pense qu'il faut toujours aussi être critique, hein, par rapport à nos outils de droit politique, notamment les questions des taux, nombre de signatures, temps imparti et cetera, pour voir si ça provoque pas trop. Qu'est-ce que ça induit sur le citoyen? Je pense que ça doit être vraiment le 1er, prisme de réflexion. Mais il faut pas non plus trop vite tirer, comme le font, je pense, certains, sur les outils, lorsqu'ils sont utilisés. Est-ce que déjà on vote trop selon vous? Par rapport à une comparaison dans un benchmark, voilà, pareil. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à Genève, on est le canton qui vote le plus. Donc vraiment sans comparaison. Après, je crois il y a Zurich et d'autres cantons, mais le citoyen genevois est extrêmement sollicité. Et peut-être que les taux de participation de ces quelques dernières années sur certains scrutins sont aussi le reflet d'une certaine, lassitude. Moi, je pense que ce qu'il faut absolument, garder en tête, c'est la capacité pour le citoyen de pouvoir bien s'informer. Et je pense, ça c'est mon avis personnel, que quand on a trop d'objets, en fait, que ce soit le citoyen ou alors les médias, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens pour, vraiment traiter, tous les sujets dans le fond. Et pour le coup, il y en a peut-être beaucoup de gens qui ne votent pas, qui ont pas envie de s'intéresser ou alors qui utilisent, les stratégies de type, quel est le parti vers lequel je me sens le plus proche et du coup je suis la consigne de vote. Mais je trouve que si on demande l'avis aux citoyens, on doit donner les moyens aux citoyens de pouvoir s'informer correctement et d'avoir le temps. Et donc ça nécessite pour moi pas trop d'objets. Tout à fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de la limite de la démocratie? Là, c'est une question assez ouverte, mais quand on vote sur des objets qui ne nous concernent pas directement, typiquement si on vote sur une votation pour les propriétaires, en Genève, on est en minorité et en Suisse aussi. Est-ce que là, c'est au niveau de la démocratie, de donner la parole à des gens qui ne sont pas concernés directement par une votation? Est-ce que j'aimerais avoir votre impression là-dessus? Alors déjà, je pense que ce qu'il faut vraiment bien comprendre, on a, en Suisse, à Genève, mais en Suisse, 2 outils fondamentaux. Quand on parle de démocratie d'outils de la démocratie directe, c'est l'initiative populaire et le référendum. Et je pense qu'il faut bien comprendre le rôle, notamment du référendum, dans tout le processus législatif. Parce que c'est vrai que souvent, on se concentre sur le taux de participation. Ah, il y a un mauvais taux, donc les Suisses s'intéressent pas, le système ne fonctionne pas. En fait, le référendum, c'est simple, c'est une menace permanente qui plane au-dessus du travail, en fait, des parlementaires, globalement des autorités qui doivent composer avec. Et en fait, ce référendum force un dialogue qui serait pas forcément nécessaire s'il y avait pas cette menace du vote du peuple. En fait, c'est simple, vous avez, une majorité au parlement. S'il y avait pas le référendum, vous savez, avec les forces politiques, que vous avez une majorité, heu, vous avez pas besoin de la minorité, vous avez aucun enjeu ni, besoin d'aller parler avec elle, donc vous passez votre loi telle que vous la souhaitez. Le fameux consensus suisse, il se crée parce qu'il y a cette obligation de discuter, parce qu'il y a cette menace. Et en fait, j'essaie souvent d'expliquer que la grande richesse, c'est pas forcément
quand on vote précisément, mais c'est tout le travail en amont en fait, qui découle de cette menace et qui a permis de faire des consensus, des compromis, des évaluations politiques, et enfin de proposer un texte qui est peut-être un peu plus équilibré ou qui prend peut-être un peu plus en compte d'autres avis. Donc rien que ça, c'est, je dirais, énorme pour un système politique. Vous avez parlé des initiatives et référendums dans les grandes lignes. Vous l'avez dit, la limite surtout du référendum, c'est cette menace qui plane donc sur le travail de tout ce qui est de tous les députés, etc. Il y aurait d'autres limites à ces outils-là, tant à l'initiative qu'au référendum. Voilà, on sait les avantages. Et si vous pouvez me faire brièvement, voilà, c'est avantages et limites de nos mécanismes à nous. Alors, bon, globalement, que ce soit le référendum ou l'initiative, le gros avantage, c'est que, précisément, il force le dialogue politique. Là, j'ai parlé du référendum. Si vous prenez l'initiative populaire, vous avez une idée, vous faites une pétition, les autorités la prennent, disent « Ouais, c'est gentil, on la met à la poubelle, ça ne nous intéresse pas. » Ok. Vous revenez avec une initiative populaire, vous avez réussi à obtenir les signatures dans le temps imparti. À ce moment-là, vous parlez d'égal à égal avec les autorités. Et les autorités ne peuvent pas juste rejeter. Elles le peuvent, mais si le sujet est potentiellement intéressant par rapport à l'estimation qu'ils en font pour la société, pour le canton, etc., eh bien, ils risquent de perdre gros. Donc, les autorités ont tout intérêt à travailler, à discuter, à évaluer. Est-ce qu'on rejette le texte? Est-ce qu'on propose un contre-projet? Si oui, on va vraiment faire un travail un peu plus de fond. Qu'est-ce qui est pertinent dans l'initiative? Qu'est-ce qui va trop loin selon nous? Et ensuite, on propose, par exemple, des alternatives à la population. Soit on convainc le comité de retirer son initiative, et du coup, le texte entre directement en vigueur, sous menace du référendum, mais disons, il y a une accélération du processus, soit on laisse le peuple voter sur la proposition, la contre-proposition, oui, l'un ou l'autre, ou aucun. Et en fait, vraiment, le gros, je pense, la grosse force du système suisse, c'est cette capacité de ces outils à forcer le dialogue. Personne en politique n'a envie d'être consensuel. Je pense qu'il y a quelque chose aussi, on dit souvent les Suisses sont consensuels. Non. Ouais. Un politicien, quel qu'il soit dans le monde entier, il a une vision politique, il a envie d'amener la société vers cette vision. Point. Après, le système le force plus ou moins à faire des pas de côté et à entendre l'autre. Et donc, pour moi, c'est la grosse vertu du système. L'autre, je dirais, dans les désavantages, c'est la question, je pense qui revient souvent, c'est la question du temps du processus législatif qui est plus lent. Une loi, justement, qui est issue d'une initiative populaire, entre le moment où l'initiative populaire est lancée et le moment où il y a le vote, et encore, du moment où il y a des mises en œuvre, c'est très long. Ouais, tout à fait. Le temps politique n'est pas du tout le temps de l'économie, par exemple, enfin, dans ces cas-là. Mais alors justement, ce système-là, les vertus du système suisse, notre système, est-ce qu'il est transposable dans d'autres pays? Alors, encore une fois, chacun a son avis. Moi, j'ai mon avis, et il est assez clair, c'est oui. Pour moi, en fait, je pense qu'on parle toujours de culture, on parle toujours de différents contre-arguments. Je pense que si on commence simplement par le référendum, et un exemple très concret, en France, là, il y a une situation très compliquée au niveau politique, justement avec des problématiques de majorité. Récemment, il y a justement le Parlement qui a voté un texte sur une loi, une question, en gros, en lien avec les pesticides. Il y a derrière un énorme mouvement social qui crée une pétition avec des millions de signatures. Voilà. Si ils avaient des millions de signatures, alors des millions très, très, très rapidement, et en fait, si ils avaient un système comparable, juste le référendum, eh bien, qu'est-ce qui se passerait si ce n'était pas des signatures de pétition, mais des signatures d'un référendum? Eh bien, le peuple français serait amené à voter sur le texte. Et donc, le texte serait accepté ou refusé. Les parlementaires en auraient conscience, et donc peut-être, je dis bien peut-être, que justement ce travail parlementaire en amont aurait été fait différemment, peut-être avec une plus grande consultation, une plus grande transparence, pour toujours soit éviter le référendum, soit le gagner, parce qu'on a réussi dans les travaux parlementaires à faire en sorte d'obtenir des soutiens de certaines parties de la société civile qui vont, lors de la bataille du référendum, soutenir massivement le texte. En fait, pourquoi ce serait pas possible? Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment. Donc pour toi, Marceau, c'est pourquoi pas, et t'en as Absolument. marre?
Est-ce qu'on peut transposer notre système suisse dans notre pays? Il faut relever qu'il y a beaucoup de pays, en tout cas dans le monde occidental, dans lesquels il existe des outils de démocratie directe, hein. On a, un peu tendance à penser qu'en Suisse, on a inventé et on est les détenteurs du savoir de la démocratie directe. En réalité, il y a des pays, assez nombreux où on connaît le référendum, où on connaît l'initiative. Si on pense aux États-Unis, par exemple, il y a des États où, les gens ont des droits, de démocratie directe encore, plus étendus que ce qui existe chez nous. Donc, j'entends, voilà. Faut pas trop se se porter les premiers de la classe. Non, voilà. Maintenant, le système, complet, est-ce qu'on pourrait le transposer? Sans doute pas, à l'identique, parce que le système suisse, c'est vraiment le produit, de notre histoire, en fait, hein. Les outils qui ont été développés, ceux qui ont été refusés aussi, l'ont été pour des raisons, à un instant T de situation politique, d'équilibre des forces. Donc, ça serait absurde de penser qu'on peut, prendre une constitution, comme la constitution fédérale et puis l'imposer dans un autre pays. Par contre, c'est clair que je rejoins ce qui a été dit, je vois pas de pays qui serait, impropre ou incapable d'utiliser le référendum, ou l'initiative. Après évidemment, il y a toute une culture qui va aussi, avec ces outils, et probablement que si on introduisait de manière un peu abrupte, des outils de démocratie directe dans certains pays, on aurait, un effet plutôt chaotique, en tout cas dans un premier temps, parce qu'évidemment, il faut que la population, apprivoise aussi ce type d'outils. Ce que je trouve intéressant, précisément, quand on parle d'exportation du système, aux États-Unis, c'est très juste. La majorité, je pense que la majorité des États, aujourd'hui, disposent d'outils de la démocratie directe. Et ces outils, ils sont directement issus de la Suisse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, notamment un Américain qui est venu en Suisse, qui a observé ce système, qui s'est dit, c'est génial, qui en a fait un ouvrage, qui a tourné dans son État du Dakota du Nord et qui a commencé à militer pour la mise en œuvre de ces outils, qui a réussi. Et ensuite, ça a fait comme en Suisse, parce que c'est un État fédéral, ça a fait tache d'huile, ça évolue. Il y a effectivement des États comme la Californie, 5e puissance, je crois, du mondial au niveau économique, si on prend juste la Californie en tant que telle, je pense qu'ils ont une démocratie directe plus aboutie, enfin disons, plus riche que la nôtre, avec des droits, justement, où on peut, comment dire, on peut sortir un politicien élu, par exemple. Bon, bref, je suis pas un grand spécialiste de la démocratie américaine, mais en tout cas, c'est très riche. Et en fait, quand on commence aussi à observer un petit peu l'utilisation de ces outils au sein de la société américaine, c'est très intéressant. On voit, quand il y a des problématiques sociétales, typiquement quand il y avait toutes des problématiques pour les personnes de couleur, dont une personne de couleur avait été assassinée par des policiers. Dans les mois qui suivent, on voit des effets très directs dans les villes, dans des comtés, dans des États, avec la mise en œuvre de lois, de procédures, de changements législatifs qui sont directement issus de ces problématiques. Donc il y a une richesse extrêmement, extrêmement importante. Je rebondis sur cet élément. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de toujours garder en tête que, nous, en Suisse, on a tendance à considérer que notre système est désirable et parfait, et c'est sans doute très vrai, hein. Moi, je suis très content aussi de vivre en Suisse et d'utiliser les droits politiques, mais ça ne veut pas dire que le monde entier a soif de nos outils de démocratie directe. Et justement, le cas américain est très intéressant parce qu'effectivement, fin, 19e siècle, début 20e siècle, on a effectivement une importation dans un certain nombre d'États américains d'institutions de démocratie directe, souvent empruntées à la Suisse. Mais à l'époque, aux États-Unis, c'est des mouvements populistes, extrêmement démagogiques qui importent ces outils. Et donc, il faut pas perdre de vue non plus qu'il y a toute une critique de la démocratie directe qui s'est développée dans la période contemporaine. Il y a bien des gens qui sans doute diraient qu'ils n'ont pas envie dans leur pays d'avoir des outils de démocratie directe, par exemple, qui permettent à un parti politique ou un groupe de pression de modifier la Constitution. Parce qu'ils diraient, ça revient sur le début de la discussion, on risque par exemple de porter atteinte à des droits fondamentaux si la majorité décide d'opprimer une minorité ou de porter atteinte à des libertés. Donc c'est la raison pour laquelle je disais que le monde entier probablement ne souhaite pas à l'identique disposer de nos outils, même si nous jugeons qu'ils sont extrêmement précieux et qu'en Suisse on imagine mal la population se séparer de ces outils.
On a évoqué le fait d'exporter ce système suisse. On connaît voilà, les limites et les avantages. On a parlé du Democracy Index. La Suisse est 5e, donc elle est derrière la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suède et l'Islande. Qu'est-ce que ces pays, par exemple, pourraient apporter à nous, à notre démocratie? Je pense qu'il faut honnêtement se méfier aussi un peu de ces index. Par exemple, je crois que la Suisse, elle pèche dans cet index par rapport à la notion, sauf erreur, hein, de transparence, du financement de la politique. Et typiquement, vous avez voilà, un dispositif un peu plus libéral, si je puis dire, par rapport à ça, et ça vous fait chuter dans le classement. Voilà, On peut le prendre avec des pincettes, alors. ces index, effectivement. Pour moi, là, c'est clair, la Suisse, c'est numéro 1, mais c'est mon avis. Mais elle peut toujours être, voilà, elle peut toujours s'améliorer. Il y a pas de, on reste jamais numéro 1. Il faut toujours, voilà, faut toujours se battre pour rester. Mais il faut prendre aussi un petit peu de recul par rapport à ces études. Oui, pour compléter votre propos, une des métriques, c'est la participation. Voilà. Voilà, on sait qu'on n'a pas des taux très élevés en Suisse. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous demandez le taux de participation en France sur l'élection présidentielle, on a l'impression qu'elle est très haute. Mais en fait, le taux de participation, il est calculé sur les personnes qui sont inscrites au registre électoral. Et en fait, en France, on est inscrit au registre électoral immédiatement dans la commune où on est, et après plus. Si on déménage. Donc en fait, si on déménage, on doit faire une démarche proactive pour se réinscrire. Et ce qui fait que je connais pas la proportion, mais disons que les personnes qui sont inscrites au registre électoral ne sont pas les personnes qui ont 18 ans et plus et qui sont françaises et qui peuvent voter. Typiquement, aujourd'hui, en Suisse, même à Genève, même en Suisse, quand on fait des comparaisons de taux de participation, il y a des cantons qui calculent pas tout à fait la même chose que Genève. On a des particularités. À Genève, par exemple, on a le droit de vote pour les Suisses de l'étranger. Donc, vous vivez dans le canton de Vaud, ensuite vous venez à Genève, et ensuite vous allez en France voisine, vous pouvez voter à Genève. Donc, même si vous restez 20 ans en France voisine, vous pouvez voter à Genève. Ce qui fait que le taux de participation, il y en a un grand nombre de personnes de Suisses, genevois à l'étranger, et en l'occurrence, typiquement, des taux de participation sont quand même plus faibles et font, entre guillemets, chuter la moyenne. Tu sais de combien à peu près ça chute? Enfin, si on prend que les Genevois de Genève, sans les Genevois de l'étranger, tu sais à peu près de combien ça varie? Ça dépend vraiment, mais ça peut aller, je dirais, du simple au double. Ou, je dirais, on peut avoir à Genève un taux qui est de 40%, et puis un taux qui frôle les 20% pour les Suisses de l'étranger. Donc, il faut aussi toujours se méfier de ces taux de participation, et c'est voilà. Chaque État calcule son taux aussi à sa manière. Toi, Thomas, tu voulais réagir? Effectivement, c'est assez délicat d'interpréter ces taux. Dans certains cas, probablement qu'un faible taux de participation montre aussi un consensus et surtout, l'accord de la population avec ce qui a été décidé par, le Parlement fédéral, par exemple, hein. Lorsqu'un référendum donne un résultat, approbation d'une loi par, 60, 70, 80 ça peut se produire, hein, parfois, heu ça montre en fait qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu. Il y a peut-être un groupe de pression qui a réussi à déclencher un référendum, mais la population globalement est d'accord, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de débat. Donc le fait que les gens ne se déplacent pas aux urnes, ça ne veut pas forcément dire qu'ils se désintéressent de la politique. Ça peut aussi vouloir dire que simplement, ils considèrent qu'il n'y a pas besoin d'aller s'exprimer parce que de toute façon, on connaît d'avance le résultat. Donc toi, Marceau, tu es à la chancellerie d'État. En mai dernier, c'était 28%. J'imagine que vous n'aviez pas trop le sourire là-bas quand même. Alors déjà, on n'a jamais le sourire quand il y a des taux de participation qui sont bas. Vraiment, c'est après, encore une fois, expliquer les taux de participation, on peut tous aller avec nos théories. En l'occurrence, c'était je crois le taux de participation le plus bas, c'était un 2e tour pour élire des membres de la Cour des comptes. Cour des comptes, une élection, donc déjà, la Cour des comptes en tant que telle, c'est assez peu connu. C'est des personnalités qui sont pas des personnalités politiques de premier rang, dans le sens, c'est plutôt des professionnels qui ensuite se politisent pour occuper une fonction. Donc, voilà, il y a aussi souvent cet effet que c'est plutôt, il y a quand même des accords assez larges entre partis pour proposer des tickets
assez consensuel. Donc, et ça suite à des élections, des votations, des élections, des votations. Donc, voilà, une hypothèse, c'est un peu un essoufflement, une envie ouais, une non-envie de s'investir, une petite lassitude. Là, par contre, le taux de participation, justement, global, hein, il est à peu près il a dépassé les 40%. Et comme ça a été dit juste avant, il y a eu sur cette votation / élection, parce qu'il y avait aussi une élection complémentaire, il y avait beaucoup de mobilisation. Il y avait une grosse mobilisation donc quand il y a mobilisation, il y a mobilisation des 2 parties, des pour et des contre de plusieurs objets en fait, qui mobilisent leur électorat, et donc ça crée, voilà, un taux de participation plus fort, ce qui est souhaitable. Ouais, pour donner un exemple, assez connu de l'histoire récente, notre, constitution fédérale actuelle, hein, celle de 1999, a été bien sûr approuvée par le peuple et les cantons, mais avec un taux de participation qui probablement, à l'étranger doit interroger, hein. On avait à peu près 35% de participation, alors que c'est la constitution de la Confédération. Mais en fait, ce que ça veut dire, si on veut l'interpréter, c'est que cette constitution qui, très largement, entérinait le système préexistant, était approuvée. Donc la population, globalement, était satisfaite des institutions qui existaient, et elle s'est pas déplacée, sans doute pas pour montrer, son mécontentement face, aux résultats des travaux constituants, mais simplement parce qu'elle voyait pas véritablement d'enjeu. Les gens étaient, assez contents de conserver ces institutions démocratiques telles qu'elles existaient. C'est une forme d'acceptation, hein, on doit l'interpréter comme ça. Dans ce cas-là, très Dans ce cas-là. probablement, oui. Oui, vous avez évoqué c'est une certaine forme de paix sociale. On va pas forcément tout le temps voter, malgré tous les outils qu'on a à notre disposition, donc l'initiative, le référendum. Donc, est-ce que finalement, c'est pas ça l'avantage compétitif qu'a la Suisse au niveau démocratique? C'est d'avoir des outils, mais finalement, on n'a pas tout le temps besoin de les utiliser. Oui, alors la question, a été, longtemps discutée jusqu'à la fin, en tout cas, du 19e siècle. Il y avait un véritable enjeu parce que si on regarde l'Europe, beaucoup de pays étaient en proie à des révolutions, hein, des phénomènes révolutionnaires, hein. C'était le cas en Allemagne, ça a été le cas évidemment à plusieurs reprises en France au cours du 19e siècle, et puis la Suisse fait figure, pour ainsi dire, d'exception, parce que depuis 1848, il y a plus de révolution en Suisse, et ça a été théorisé, ça a été interprété par certains, politiciens ou constitutionnalistes comme le signe d'institutions qui fonctionnent. Parce que contrairement aux pays voisins, on arrivait à modifier nos règles fondamentales, modifier la constitution de manière pacifique, sans devoir emprunter la voie un peu tumultueuse des révolutions. Donc ça c'est déjà un signe, si on veut l'interpréter comme ça, de l'effet bénéfique de nos institutions et en particulier de la démocratie directe. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est quand on compare un petit peu ce qui se passe en Suisse par rapport à l'étranger, on a des mêmes thématiques sociétales qui sont soulevées par différents acteurs de la société civile, par les partis politiques. Mais en Suisse, on a justement ces outils qui permettent, en tout cas, de faire émerger des idées, éventuellement de les concrétiser en loi, et ce, sans avoir besoin de renversement de majorité, si je peux dire, extrême, dans un sens ou dans un autre. Mais aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, sur les thématiques de l'immigration, c'est porté par à l'étranger, par un certain nombre de partis. Et en fait, leurs idées, leur volonté politique, elles ne peuvent pas être mises en œuvre parce qu'en fait, elles sont bloquées par des majorités, elles n'ont pas d'autres outils. Encore une fois, je ne prends pas position sur les objets, mais j'explique juste le mécanisme. En Suisse, quand on est bloqué, l'UDC, elle est bloquée au Parlement, elle essaye de trouver des majorités, etc. Eh bien, il lui reste l'initiative populaire. Et on l'a vu, elle a réussi à faire passer ses idées, parfois, ce qui était rare, hein, par initiative populaire. Et pour autant, la face du Parlement fédéral, elle évolue pas forcément. On a toujours un équilibre. Ils sont toujours forts à l'Assemblée nationale, un petit peu moins aux États, et on a un équilibre de politique, une vie politique qui est voilà, variée, représentative de la société. Et il n'y a pas besoin d'un basculement sociétal, il n'y a pas ce risque, en fait, que on tombe dans une forme de révolution, ou que certains, comme on le voit à l'étranger,
s'accaparent des pouvoirs qui ne sont pas les leurs et on pourra ensuite mettre en place leurs idées. Ouais, c'est un de nos points forts, la stabilité politique. Enfin, c'est ce que disent aussi beaucoup d'étrangers qui viennent ici en Suisse, effectivement. Mais alors, aujourd'hui, pour vous, ça sera la dernière question de ce podcast, mais comment on pourrait améliorer notre démocratie? C'est une question délicate parce que il faudrait d'abord se mettre d'accord sur, quels sont les dysfonctionnements de la démocratie ou sur quel aspect on voudrait l'améliorer, puis qu'est-ce qui constitue une amélioration? Je vous donne un exemple. Non, non, mais, heu, vous savez, régulièrement, par exemple, revient sur la table la question de la double majorité pour les modifications de la Constitution fédérale. Vous avez des gens qui disent: «C'est un scandale d'exiger, la double majorité des cantons parce qu'en fait, ça donne un poids disproportionné à des petits cantons de Suisse centrale». Alors, ces personnes-là diraient: «Ben, on améliorerait la démocratie en supprimant cette double majorité». Mais personnellement, je ne considère pas que ce serait, une amélioration de la démocratie. Ça serait simplement le changement d'une règle, mais on vivrait pas dans un pays plus démocratique, on vivrait dans un pays, on va dire, moins fédéraliste. Donc vous voyez, il faut déjà se mettre d'accord sur la signification d'un progrès, parce que certaines personnes voient une chose comme un progrès, quand d'autres le voient comme, un problème. Mais dans le renforcement de la participation citoyenne, par exemple, si on parle de ça, Bah, là aussi, c'est assez délicat parce que oui, une autre tendance pourrait consister à dire: plus on donne de droits aux gens, plus ils s'en emparent, plus ils participent à la vie politique, plus ils vont voter. Or, c'est pas forcément vrai parce qu'en fait, il y a des cantons en Suisse où vous avez typiquement une longue tradition de démocratie directe et où on compte tout un arsenal d'outils de démocratie directe. Vous pouvez voter sur les questions financières, vous pouvez provoquer la révocation, d'un parlement cantonal, vous pouvez provoquer de nouvelles élections. Et puis qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, qu'on n'utilise pas forcément ces outils. Pourquoi? Parce que la population a aussi d'autres choses à faire que de débattre et de faire de la politique. Donc en réalité, c'est délicat. Vous pouvez toujours étendre les droits, donner davantage de possibilités aux gens d'agir, mais il n'y a aucune garantie que les gens, utiliseront ces outils et qu'à la fin, on vivra dans une meilleure démocratie, plus performante, plus consensuelle. Jean Marceau? Moi, ce que je trouve intéressant justement en Suisse, c'est que la Suisse est un laboratoire justement démocratique grâce à ses cantons. Et on doit rester attentif sur toutes les innovations qui se passent dans les différents cantons. Est-ce que ces nouveaux droits ont amené quelque chose en plus ou pas, ou des dérives? Quelles leçons en en tirer, et cetera, et cetera. Donc ça, je trouve que déjà, c'est une mentalité, un état d'esprit qu'on doit garder. On n'est jamais parfait, et on n'est jamais les meilleurs et on doit toujours se remettre en question nos outils. Donc ça, je trouve que c'est très sain. À titre personnel, je pense qu'il y a vraiment un point d'amélioration central pour vraiment disons pour les électeurs. On a souvent, quand on pense aux outils politiques, on sait souvent les partis politiques qui réfléchissent à ces différents outils, et cetera. Si maintenant on se met du côté de l'électeur qui, lui, est le réceptacle de ces travaux et qui doit se prononcer. Je pense que là, la question de la qualité de l'information, pour lui, elle est primordiale. Et donc, il y a peut-être une innovation que je peux citer, qui pour le coup a été importée des États-Unis. Donc, on fait le voyage retour. C'est le modèle Oregon, en fait, qu'on a justement expérimenté à 2 reprises à la chancellerie et qui vise à mettre, à sélectionner un panel représentatif de la société, à lui proposer en fait les textes d'un objet, qui sera soumis à votation et de lui demander de décortiquer cet objet avec ses propres mots, de faire un petit résumé sur 3 arguments pour, 3 arguments contre, après avoir écouté toutes les parties prenantes, qui doit donc avoir cette neutralité, dans l'expression, dans l'équilibre, mais par contre, dans l'expression même du texte, c'est avec ces mots. Et ensuite, un petit calepin qui a été mis dans le matériel de vote pour donner une lecture alternative, en fait, à cette grosse brochure, qui est une brochure absolument nécessaire, parce qu'il y a tous les éléments fondamentaux qui doivent être clairs, neutres, objectifs. Mais en complément, je pense qu'on doit vraiment travailler pour accompagner les lecteurs, les électrices, pour vraiment pouvoir se faire une opinion éclairée et relativement facilement. Et neutre, c'est un peu ça aussi. Neutre disons dans l'expression des textes, mais après, voilà, chacun doit pouvoir se faire son avis, avec effectivement des éléments, quand on veut justement parler de cette dernière votation, ils ont fait des vidéos. Le Conseil fédéral fait régulièrement des vidéos. Il y a aussi des associations type EasyVote qui participent
à créer en fait des éléments un petit peu vulgarisés qui aident, je pense, beaucoup les jeunes et les moins jeunes à prendre position, à se faire leur avis. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Alors un grand merci à nos invités du jour, Marceau Schroeter et Noumagra. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci aussi à vous qui nous écoutez. Pensez à vous abonner sur Spotify, YouTube et notre chaîne Apple Podcast pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.